Finalement, vous comme moi, Francis, nous sommes un peu des gens extrêmement ordinaires, comme dans les romans de Michel Houellebecq. Ah non, moi je me reconnais pas du tout là-dedans. Hein. Parlez pour vous. Non mais, je veux dire, vous êtes aussi cette silhouette un peu anonyme, sombre, qui est porteuse. N'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire que vous êtes un mannequin un peu réac? Pourquoi pas stalinien, éjaculateur précoce pendant que vous y êtes? Ah ben c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bonjour. Bonjour Francis. Michel, je peux prendre votre manteau? Oui. Hein? On va faire une émission de télé, donc. Oui. Oui. Colombe. Je travaille à la Ariel. télé. Je m'appelle Colombe. Pardon. Bonjour. Est-ce qu'il y a à manger du reste? Parce que... Il y a plein à manger, tout est Oh, c'est prévu. marrant, il y a des caméras qui bougent quand on... Mais c'est pas du tout la télévision. Et regarde, elles font non, coucou. Ça veut dire ça. Faites coucou, elles font coucou les caméras. C'est dingue. Ouais. Elles sont Saluez, mignonnes. saluez les filles. C'est Regardez. dingue. Elles sont gentilles, hein. C'est très Coucou, mignon. Il y a l'autre qui bouge. Ouais, parce que c'est sa copine. Mais parce qu'elles sont vivantes. Mais c'est vrai que c'est... Putain, c'est... Il y avait un truc très bien dans les infos, c'était Bill Clinton qui faisait le comédien. Ah, mais ça m'a fait peur, moi. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Et oui, parce que le moment où il dit, il brandit sa statuette, il dit « You like me, you like me », j'ai trouvé... Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a un côté presque clown McDonald devenu fou. Ben oui, on s'est dit que ce Oui, mec oui. est vraiment l'homme le plus puissant du monde et qu'il est devenu fou, c'est inquiétant. I want to thank the Academy for this tremendous honor. This may be the greatest moment of my life. I mean, ever since I was a little boy, I wanted to be a real actor. Et qu'un président devienne comédien, alors qu'avant c'était les comédiens qui devenaient présidents. Je me suis dit effectivement, en voyant Clinton, qu'il avait un avenir d'acteur, oui. Malheureusement. Alors que le président précédent, lui, enfin celui d'avant, Ronald avait Reagan. un passé d'acteur. Donc il y a une espèce de... C'est vrai qu'acteur, ça devient un peu une consécration et président, un stage. C'est un stage avant d'être acteur, voilà, exactement. Cette photo, elle me plaît beaucoup parce que c'est très beau, cette photo. Ce qui est rare. Non, mais c'est vrai, cette photo. Non, mais sur cette photo, il a l'air d'un Mais petit il est garçon, très il n'a beau. pas d'un homme beau comme sur cette photo. Mais c'est-à-dire que je suis rarement beau. Sur cette photo, tu es beau. Enfin, dans l'émission, probablement pas, mais c'est parce que j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup de soucis ces derniers mois. Donc là, je suis bien, oui, je suis méditatif, apaisé, enfin, je suis comme... Comme tu rêverais d'être. comme j'espère devenir. Tu aimes bien te voir? Me voir? Oui. Non, ça n'a aucun Bah intérêt. attends, il faut que tu te vois un petit peu là maintenant. Affaire de Bruet, Jean-Pierre Le Flaon, jour des 18 ans de Michel Houellebecq, en février 76, les journaux titraient sur des faits très divers, sur des luttes très sociales et sur un nouveau jeu d'argent. 3, 12, 16, 9, le premier quartet, un succès. Et c'est 18 ans plus tard que les médias s'intéressèrent à lui et à son premier livre. Ah oui, je pense que pour les dépressifs, c'est une lecture à conseiller. Ils peuvent se dire que c'est pas de leur faute, quoi. C'est le monde entier, la société entière qui génère des dépressions. 2 ans de plus, et voici le sens du combat. Laura Adler en lit un passage. La clarté paraît dangereuse et les femmes ont rarement besoin d'être satisfaites de leur sexe, évidemment. Qu'en savez-vous, Michel Houellebecq? Oui, c'est... Non, mais j'ai quand même légèrement vécu. Et l'on remarque alors que ce garçon qui remplit les cendriers et vide les carafes déjà vides est décidément un drôle de paroissien. La poésie ne permet pas de dire des choses plus profondes, plus graves, de manière plus coupante. Ça permet... Ça permet d'ouvrir les possibles. 2 ans après, c'est le carton plein des particules élémentaires, sorti dans un climat d'intense polémique. Est-ce que ça vous exaspère? Parce que c'est vrai qu'il y a un flot absolument extraordinaire d'articles vous concernant, ce qui est plutôt positif. Enfin, tout le monde insiste sur la polémique, je ne sais pas pourquoi.
Je trouve que c'est un livre humain, compatissant et tendre. Un livre vendu à 300 000 exemplaires qui en fera la coqueluche des médias et des débats littéraires, par exemple ici à Rennes. Pourquoi il y a tant de souffrance? Il m'a pas répondu précisément durant la conférence, mais je lui ai fait dédicacer mon bouquin. Et il m'a répondu dans ma dédicace, quoi. Décidément, un drôle de garçon. Ouais, je dirais ce que je pense. Mais c'est-à-dire que je suis pas très bon pour la polémique. C'est-à-dire pour répondre rapidement du tac au tac à une attaque. Un drôle de polémiste à qui l'on voudrait poser toutes les questions. Vous avez vécu tout ce que vous racontez? Heureusement que non. Un peu. Heureusement que non, un peu. Un peu. Mais il n'y a pas que la vie dans la vie. Un type pas comme les autres, avec ses formules tranchantes et ses idées dérangeantes. À l'heure actuelle, avec ses gros yeux de fou, mais en fait, je ne suis pas un monstre. Mais... De toute évidence, la dernière coqueluche des médias. Le plus grand écrivain français du moment, c'est Michel Houellebecq. Une drôle de star pour le tout Paris médiatique. Ça va? Ouais. Ouais, j'ai des soucis, je fais des trucs nouveaux, donc c'est toujours des soucis. Ouais, bah oui, on va en parler, vous faites de la chanson maintenant. Ouais. Et forcément, un drôle de chanteur, karaoké. Voilà, abri de déchets glisse, à peu près immobile, dans la fin de journée. Vous écrivez des poèmes, des romans, et tout d'un coup, il y a 1 an et demi, vous êtes l'objet d'une polémique assez violente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choqué? Parce que... Est-ce que c'était un malentendu ou vous avez cherché à choquer? Non, j'ai pas cherché à choquer. Je pense que malheureusement, c'était pas un malentendu non plus. C'est-à-dire que je suis favorable à la transformation génétique de l'humanité et d'autres personnes sont violemment contre. Donc c'est pas un malentendu, c'est une vraie question de fond qui s'est posée. Tu penses que c'est essentiellement là-dessus que ça porte? Oui, ce qui vient de la science ne me paraît pas a priori négatif. Et donc j'en attends beaucoup de choses, en fait, de la transformation génétique de l'humanité. Donc je suis outrageusement pour. Et je pense que c'est ça la grosse chose. Les gens qui ont une confiance irraisonnée en la science, en général, sont désabusés du politique. Est-ce que c'est ton cas? Oui, sans aucun doute. Est-ce que c'est le désabus de la politique, justement, qui t'a poussé à... Non. À cet enthousiasme scientiste? Non, non, mon enthousiasme scientiste date de mes 14-15 ans, mon intérêt pour la politique un peu plus tard, et mon désaveu pour la politique, donc s'est produit rapidement. D'accord. Ça va? Monsieur Emmanueli. Bonjour. Emmanueli, Michel Houellebecq. Bonjour. Oui, oui, mais je Colombe Schneck. connais de vue, bonjour. Henri Emmanuel a écrit un livre qui s'appelle Citadelle interdite, que j'ai lu ce week-end. Vous l'avez lu? Oui. Ça n'a pas été trop dur? Non, non, je veux dire, j'étais étonnée parce que très souvent, les hommes politiques écrivent quand ils traversent des périodes difficiles. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Giscard d'Estaing, Bayrou, Juppé, etc. Et en général, on se dit, c'est pas terrible, c'est pas très romanesque. Le vôtre, elle est plutôt, j'ai trouvé. Je ne sais pas, c'est pas à moi à faire de commentaires. Non, mais pourquoi les hommes politiques écrivent tant quand ça va pas très bien? Bah, non, c'est pas parce que ça peut pas bien, c'est parce que c'est une façon d'être libre, c'est une façon de se libérer du carcan habituel dans lequel on est enserré, parce qu'on est quand même plus ou moins contraint à des jeux de rôle en politique, tandis que la fiction, bah, je ne sais pas ce qu'en pense M. Houellebecq, mais c'est la liberté un peu absolue. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, on fabrique le monde qu'on veut. Vous avez été collègue, Michel Houellebecq a travaillé à l'Assemblée nationale. Oui, enfin, je suis toujours fonctionnaire. Vous êtes toujours en détachement, c'est ça? En disponibilité pour convenance personnelle. Ouais. Mais vous étiez en quelle année? Ah ben, je vous ai connu comme président. Hein. Ah bon? Oui. J'étais comment? À peu près comme maintenant. Gentil, désagréable. Oh, j'ai jamais été. Je suis rarement venu au cabinet en fait. Hein. C'était.
Bah si, je suis venu réparer des logiciels dans votre cabinet. Et la littérature, alors, ça marche? Bah oui, maintenant ça marche bien, oui. Donc, mais j'aimais bien l'Assemblée nationale, hein, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit énormément de mal dans ma vie du monde de l'entreprise. Enfin, il y a mon premier roman connu, oui, c'est celui-là. Moi, j'ai commencé par celui-là. Porte sur l'enfer du monde de l'entreprise, mais en fait, j'ai été assez heureux à l'Assemblée nationale. Mais j'étais l'homme le moins fait du monde pour être employé. Parce que faut venir nous voir quand même un peu, de temps en temps. Ben, je reviendrai. Mais... Michel Houellebecq revient comme chef de l'informatique à l'Assemblée nationale. Non, pas comme chef. Il a pris d'autres virus que ce... Est-ce qu'il y a des morceaux de romans ou de poésie qui ont été écrits à l'Assemblée nationale? Par exemple, quel roman? Les particules, j'ai écrit le début à l'Assemblée nationale. Et je me suis aperçu que... Ça mène à tout, l'Assemblée nationale. Ouais, c'est dingue. Qu'est-ce que tu penses des hommes politiques qui écrivent? Je sais pas, j'ai pas eu le livre là. C'est un roman, apparemment complètement un roman. Ouais, c'est un vrai roman. C'est un vrai roman qui n'a rien à voir avec sa carrière politique. Pourquoi un homme politique n'écrirait-il pas, enfin... L'héroïne s'appelle France. C'est pas... elle meurt très vite. C'est pas allégorique. Elle meurt très vite, hein, l'héroïne. Comme une héroïne de Houellebecq, d'ailleurs, qui meurt très vite. Je crois qu'il faut lire le livre, je crois. C'est pas très gai non plus, quoi. Ça vous a paru gai? Mais pas malheureux. Vous êtes dans une période gaie de votre vie? J'ai pas beaucoup de références au bonheur. Enfin, je me suis jamais posé la question dans la vie en termes de bonheur ou pas. Je suis méditerranéen, donc je suis plutôt comédiante et tragédiante et que bonheur, heureux. J'ai toujours eu un peu de suspicion par rapport au bonheur. Non, je voudrais vous demander, en fait, vous avez envie de refaire de la politique ou de... J'ai très envie de réécrire. Et je fais de la politique parce que... c'est la vie. Moi, j'étais dans la banque, puis j'ai adhéré dans un parti, puis je me suis retrouvé candidat, je croyais pas être élu, j'ai été élu. Parce qu'on présente toujours la politique comme si ça avait été une prédestination. Non, c'est souvent un hasard. Bon, puis après, on est dans le cursus et c'est difficile d'en sortir. Mais moi, j'ai appris à écrire l'été dernier un bonheur que j'ai rarement connu dans la politique, quoi. Oh, c'est dingue! Ariel, c'est incroyable. Écoutez ça. La paix, Francis, c'est tellement passionnant ce que je suis en train de lire. C'est quoi? C'est un livre sur les armes à feu en Pologne. Ah ouais. Vous savez que vous avez un point commun, tous les deux. Vous avez été élevés dans des familles communistes. Oui. Et puis vous êtes arrivés à une description complètement différente l'un et l'autre de la société. Je sais pas, moi je trouve quand même que la description que fait Michel est assez... Moi je la trouve pas optimiste, je la trouve assez tragique, la description qu'il fait. C'est un peu archaïque l'humanisme de la gauche? Moi je pense qu'au contraire, ça va être de plus en plus humaniste et de moins en moins spiritualiste, contrairement à ce que dit tout le monde. On dit qu'on va vers un siècle de spiritualité. Moi je crois qu'avec... je crois que l'humanité est un virage avec... le génie biologique, enfin l'homme va s'asseoir à la table des dieux, il va être capable de modifier l'image de l'homme, ce qu'il n'a jamais pu faire. Et moi d'ailleurs, si je dois réécrire, j'écrirai là-dessus. Mais enfin, non, mais je l'ai pas lu là, mais si le livre est bien, continuez, hein, si ça vous plaît, continuez. Vous serez, c'est vrai que vous serez très libre, hein, par rapport à ce que vous avez connu. Bon, les éditeurs, ils ont des petits défauts, mais enfin, je pense que c'est rien par rapport à la vie publique que vous avez connue. Ah oui, à côté des électeurs, les éditeurs sont toujours d'accord. Il y a un moment où on est face aux médias et qui arrive très vite dans une vie politique, où les gens font attention à tout ce que vous dites, enfin, tout est décortiqué. Et en fait, quand on écrit un livre, ça arrive après que vous ayez fini le livre, donc dans le sens vous en foutez. Pas tout à fait quand même. Pas tout à fait quand même. Vous préférez qu'on dise du bien que du mal. Oui, vous préférez que les gens vous... Mais c'est moins grave. Adaptation théâtro-lyrique, les particules élémentaires, chapitre 2. 2 enfants, jambes sur le parapet, morts d'une époque sans lendemain et cynique.
tangente d'un dédale de tristesse sans toucher. Ne se touchez pas, ne Oui, me pas touchez se pas. touchez pas. Voilà. J'ai 36 ans, je suis ce que l'on peut appeler un Français moyen, et des millions d'entre vous doivent se reconnaître à travers ma personne. Nous le démontrons en pâte à modeler. Alors là, il y a une personne, là se trouve une autre personne avec elle. Elle lui dit certaines choses au travers d'un espace. Alors il y a une ligne de communication qui s'établit. Mais en fait, elles se comprennent. C'est parce qu'elles sont l'une avec l'autre et c'est ça la communication. Voilà. Ouais. Bien. Je pratique le zazen depuis 18 ans. Et je peux dire que toute ma nature a été transformée. Nous faisons tous partie de la communauté de l'Arche. Si quelqu'un veut venir vivre avec nous, même si c'est un intellectuel, ça peut être un médecin, un avocat, alors on va lui dire le matin, eh bien c'est très bien, tu prends la pelle, tu prends la pioche, ou tu viens vider l'écurie, ou tu participes à ton tour de vaisselle. Et comme vous êtes vraisemblablement, comme moi, saturé de politique, offrons-nous 3 minutes de pause pour entendre l'air du bon sens et qui sera prochainement sur toutes les lèvres des Français. Voilà, c'est entraînant, non? Ce que montre cette série de documents sont des gens en fait qui se hasardaient à dire des choses peut-être un peu énormes, peut-être parfois sans intérêt, peut-être des choses qui dépassaient leurs pensées. Et c'est peut-être ça qui manque, ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. C'est des choses qui doivent commencer et s'arrêter à un endroit. Il y a la télé aussi qui a quand même, enfin nous y sommes, qui est intervenue. C'est-à-dire que l'image a pris beaucoup d'importance. Et donc le sourire, la quiétude, ne pas s'énerver, ne pas montrer trop de véhémence. Moi, le nombre de fois, ou simplement parce que dans une démonstration, on est un peu véhément. Comment ça passe à l'image? Le lendemain, on vous dit pourquoi vous étiez en colère. Je réponds, j'étais pas en colère du tout, je défendais mon point de vue, mais avec une certaine véhémence. Déjà, à la télé, la véhémence, c'est trop. C'est une question de sourcils, à mon avis. Oui, alors ça... On vous l'a dit sûrement. Oui. Mais vous vous épilez les sourcils entre Comment Non. Si, des fois, on m'arrache. J'ai un coiffeur qui a 76 ans, qui m'a assis dans son fauteuil. Et je lui ai dit, je voudrais comme ceci, comme cela. Il m'a dit, écoutez, j'ai taillé les cheveux au général de Gaulle sur une pierre à Merci de Kibir ou je ne sais où, donc vous n'allez pas m'expliquer ce que j'ai à faire. Depuis, je n'ai plus le droit à la parole. Ah bon? Donc on vous rase les sourcils ici? Il m'épile là, il m'arrache, il me fait très mal. Non, mais vous comprenez le désintérêt des gens pour les politiques, si les politiques ne peuvent pas parler librement? Mais il y a beaucoup de raisons qui font que les gens ne s'intéressent plus aussi. Il y a un rétrécissement du champ politique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui ne dépendent pas de la politique. Bon, commencer par la dynamique propre au monde économique aujourd'hui. Les choses se passent un peu sur les marchés, un peu plus qu'à l'Assemblée nationale. Il y a ensuite, je crois, une attaque en règle contre le suffrage universel, parce que ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique n'ont pas intérêt à le partager avec le suffrage universel. Et donc, quand vous dites parler des intérêts de la politique, n'oubliez jamais que, citoyenne comme vous l'êtes, moins on vous donne de pouvoir, plus les autres l'exercent en votre nom. Ne vous imaginez pas que ça donne du vide. Ça donne des gens qui récupèrent. Donc c'est un discours auquel il faut faire très attention. Vous avez lu les particules élémentaires? Oui. Est-ce que vous avez suivi un petit peu tout le scandale qui a suivi ça? Oui, je n'ai pas très bien compris ce scandale d'ailleurs. Non, mais au cours de cette polémique, Michel a été traité donc de réactionnaire, de passéiste, au pire, de droitier, de pro-pédophile, de nazi, de géniste, de stalinien et pornographe. Ça lui irait pas du tout. Pornographe, c'était... dans un sens, c'est pas faux. Et misogyne, par exemple. Ouais, c'est un peu con, ça. C'est une accusation con. Et anti-avortement, ça c'est vrai? Oui, complètement. Vous êtes contre l'avortement? Ouais. Oui, complètement. Ça me fait de la peine. Et pourquoi? À cause de la définition de l'âme, de l'individu. Vous êtes croyant? Non. Mais cependant, tu crois qu'une âme informe un embryon? Oui, je pense qu'il y a une individualité humaine non destructible à partir d'un certain nombre de semaines. Et donc que la définition actuelle de l'avortement est trop large.
Il y a autour de la jeunesse de Michel Houellebecq, élevé dans un milieu gauchiste, une intense circulation d'utopies contre lesquelles il pense aujourd'hui. Le désenchantement face aux optimismes libertaires lui fournit une partie de sa matière littéraire. Bonjour mesdemoiselles, vous pouvez vous déshabiller avant d'arriver sur la plage s'il vous plaît? Tout le monde. Parmi les fournisseurs directs, on trouve l'homme moyen sensuel, cadre d'entreprise qui cherche à libérer son corps à travers des loisirs plus ou moins transgressifs. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison. Dîner en ville, cocktail mondain, le premier client de Michel Houellebecq est le monde littéraire de la provocation et des érotomanes. Pas les partous, un mauvais exemple, les partous, ce genre de truc. Oui, y aller une fois dans sa vie, c'est très bien, oui. Pour visiter, oui. Comme on va à Versailles, on va dans un club échangiste. Mais au-delà des cocktails, sa clientèle populaire est une jeunesse débridée qui aime en lui son audace et ses provocations. Ça fait peur aux puritains, qui sont absolument dans tous les bars. Il y en a aussi dans les camps dits progressistes. À tous les puritains de tous les bars. Ça veut dire quoi, les puritains? Les puritains n'acceptent pas une question sur l'apparence. L'orgasme final, tout solide et de masse. L'aiguille, les pédales seront les gens humains. T'es un fan fou de Pollack. Hein. Mais oui, c'est un de mes grands... Je connais moi Pollack. Hein? Pollack. Ouais. Il m'a entraîné dans un piège, un Pollack. Oui, Michel Pollack? Oui. Oui, bonjour, c'est Ariel Wiesman. Oui, vous allez bien? Bien, et vous? Ah ouais, ça va. Figurez-vous qu'il se passe quelque chose d'assez cocasse, c'est que je suis en compagnie de Michel Houellebecq, oui. Qui a été pris d'une sorte d'urgence folle de vous téléphoner. Et je vais vous passer Michel. Je crois qu'il a des choses à vous dire. Oui. Oui, Michel, ça va? Ça va, une éternité que je vous ai pas eu chez Marie-Pierre l'autre jour. Ben, j'ai eu plein de problèmes avec mon disque parce que la pochette me plaît pas du tout. Elle m'a dit, ouais. Michel, oui. Pourquoi est-ce que vous avez dit que Michel Houellebecq c'était plus important que Joyce? Mais j'ai pas dit ça. Bah si, vous l'avez dit. Non. Bon, en tout cas, on vous l'a attribué. Ah, on me l'a peut-être attribué. Non, c'est pas plus important que Joyce. Si. Ah bah si, alors là, je suis désolé. Si, c'est plus important que Joyce. Non, mais je considère Michel comme un grand écrivain, surtout pour son premier roman, parce que là, il y a une ambiguïté. Et celui qui a eu le plus de succès n'est, à mes yeux, pas le meilleur. Mais dis-le lui. Il n'est pas d'accord, oui, il n'aime pas que je dise ça. Hein. Bah non, forcément. Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air. Température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple. Qui était votre père? C'était un banquier comme vous? Pas du tout, il était électricien, mon père. Oui, j'ai jamais été banquier, moi, j'étais cadre de banque. Vous savez, on est du cadre. Je vais mettre un petit coussin dans le dos, là. Non, mon père était électricien. Et il est mort électrocuté. Ce qui est une triste fin pour un électricien. Vous avez quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. C'est étonnant d'écrire un premier roman et de pas... C'est rare et de ne pas se prendre soi-même comme objet de ce roman. Mais le problème de ce livre, c'est pas la justice et les partis politiques. Le problème de ce livre, c'est le sens de la vie. Or, je ne pense pas qu'on puisse limiter le sens de la vie aux avatars d'Henri Emmanuelli avec la justice ou son propre parti. Enfin, je pense que vous vous intéressez quand même pas mal à vous-même. C'est pas désintéressé par ce qui vous arrive. Pas moins que les autres, mais pas plus que les autres. Non, je me trouve pas particulièrement intéressant, si c'est ce que vous voulez dire. Je m'intéresse beaucoup aux autres, beaucoup. Je crois que un individu est davantage dans l'altérité que dans sa singularité, dans ses rapports avec les autres. Comme soi-même, on se répète tous un peu. Comme des dingues. Vous avez fait avec Pollack.
D'abord, vous êtes mal élevé parce que vous auriez pu me le passer quand même. Ah je suis désolé. Ah oui, non mais vous êtes mal élevé. Bon, on peut le rappeler. En même temps, à son âge, on lui a déjà passé 2 personnes, c'est beaucoup pour lui. Vous voulez qu'on regarde un document que j'ai tourné moi-même? C'est quelque chose d'assez terrible. J'ai interviewé une actrice de film un peu léger, qui s'appelle Élodie Chéry et qui parle de sa condition sociale, qui est une condition difficile. Je m'appelle Élodie. Avant, j'ai été mécanicien fraiseur pendant une dizaine d'années. Je me suis fait licencier le jour où on a appris que je faisais du porno. C'est l'usine, parce que quand on fait nos scènes hard, c'est vraiment de l'abattage, c'est vraiment faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais en dehors de ça, non, ça ressemble pas du tout à l'usine, parce qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien du tout. Il faut qu'on se débrouille vraiment toute seule. Il n'y a pas beaucoup de productions qui nous déclarent. Automatiquement, on n'a aucun statut. Il n'y a pas de retraite, il n'y a rien du tout. Nous, les actrices, on essaye de se battre pour avoir le préservatif, pour pouvoir tourner avec ça. Mais il y a beaucoup de productions, tu leur dis, ben, je tourne avec préservatif, ils ne te prennent pas. Ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent si on attrape des maladies, ils s'en foutent de tout. L'essentiel, c'est qu'on baise et qu'on rapporte du pognon. Il y a plein de filles qui arrivent dans ce métier et qui font n'importe quoi. Il y a des moments où je leur dis, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci. Mais les mecs sont contre nous. Ce qui les intéresse, les acteurs masculins, c'est de nous baiser. Et puis voilà. Moi, quand j'ai été fraiseur, c'était exactement pareil. On nous entubait aussi. Oui, c'est un vieux problème, c'est celui de l'exploitation. Le problème aussi, c'est celui du besoin au départ, parce que... oui. Pourquoi a-t-on besoin d'acheter des films porno? Pourquoi ne pas vivre des situations pornographiques? C'est important, pourquoi ne pas vivre des situations pornographiques? Non, mais parce que là, je crois que, Michel, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas l'occasion non plus de vivre des situations. Le nombre de gens qui doivent se promener en rêvant, en fantasmant plutôt, pour employer le mot qui convient, et qui ne trouvent pas l'occasion, est supérieur, sans doute, de très loin à ceux qui la trouvent. En fait, la misère sexuelle de la majorité entraîne cette misère sociale qu'on vient de voir? Oui, je pense à peu près. C'est un résumé clair et juste. Oui. Parce qu'en fait, la libération des mœurs, c'est un facteur d'égalité aussi. Pas tellement. Enfin, bon, c'est ce que je démontre dans... Si les mœurs étaient libérées, l'amour serait plus libre. Et par excellence, les gens seraient plus égaux face à l'amour. Non, justement, quand il y a une... Je réfléchis là, à vous répondre. Non, mais il y a une contradiction de fond entre liberté et égalité. Non. Ça, c'est une théorie, véhiculée justement pour opposer l'égalité politique à l'égalité sociale. Mais non, il n'y a pas de liberté sans égalité politique. Parce que dans un monde, si vous prenez une société, vous mettez 3 personnes, s'il y en a 2 qui ont plus de droits que la troisième n'est pas libre. Non. La condition de la liberté, c'est l'égalité politique. Et l'astuce du libéralisme économique, c'est d'opposer l'égalité politique à l'égalité sociale. C'est ça tout le schmilblick. Est-ce qu'on peut arrêter les caméras un moment? Il faut que je réfléchisse. Ces caméras ne s'arrêteront pas. Est-ce que je peux avoir un peu d'alcool supplémentaire? Non. Non. Un petit verre d'eau. Est-ce qu'on peut... C'est un peu dur, là, comme condition. Ni alcool, ni arrêter les caméras, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, dans la demi-heure qui vient. Moi, je suis contre la liberté, donc c'est pas... Vous êtes contre la liberté? Oui, complètement. Mais ça, je comprends pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me semble que dès que les gens... la liberté, en gros, est équivalente au mal. Je crois qu'on parle pas tout à fait de la même chose, non? Franchement, pas contre la liberté politique, quand même. Non, la liberté politique, honnêtement, je suis pas pour. Ce que je comprends pas, c'est que tu dis que tu es contre le vote, et en même temps, j'ai lu des textes de toi où tu dis que tu étais pour le référendum sur l'Europe et que tu trouvais ça méprisant que Giscard dise « Oh mais Maastricht, les gens n'y comprendront rien, c'est pas la peine qu'ils aillent voter ». Tu es pour le référendum? Oui, mais il y a un ridicule complet dans l'idée de démocratie qui s'est manifesté, c'est vrai, de manière spécialement éclatante. Mais qu'est-ce que vous trouvez ridicule dans la démocratie? Autour de tout ce qui concerne l'Europe. Simplement qu'on nous demandait vraiment des questions de détail. Savoir si c'est Chirac ou Jospin qui va être président. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Alors moi j'en ai, oui, quelque chose à foutre. Alors qu'on ne nous demandait pas
si on allait ou non entrer dans l'Europe et qu'il a fallu batailler pour avoir un référendum. Par comparaison, vous dites ça. Donc on avait vraiment l'impression que des questions de détail, savoir tel ou tel... vous voulez dire que vous estimez qu'on interroge sur des choses moins importantes que d'autres sur lesquelles on ne demande rien aux gens. Et donc vous êtes pour qu'on demande quelque chose aux gens, alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui m'indignait, c'est cette idée de démocratie fausse. Vraiment fausse, parce qu'on nous interroge sur ça. C'est un point de vue un peu esthétique, là, c'est pas un point de vue. Mais non, non, c'est pas du tout un point de vue esthétique. Moi, j'avais aucune opinion entre Chirac et Jospin. Non, mais sur l'Europe, tu avais une opinion. Le fait que les questions ne soient pas pertinentes... J'avais une opinion, et on a failli ne pas me le demander. Alors qu'on ne me dise pas que je suis en démocratie. Moi, je ne crois pas que vous n'êtes pas un démocrate. Je pense qu'avec ce que vous écrivez, ce que vous pensez, vous ne pouvez pas ne pas être un démocrate. Moi, j'ai jamais rencontré un seul démocrate. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dise et qui pense, si le suffrage universel a décidé, le suffrage universel a raison. Moi, je le pense. Non. Si, je le pense. Vous ne le pensez pas pour la peine de mort, sinon... Si, je le pense. Et quand j'ai voté contre la peine de mort, je savais que l'opinion était majoritairement contre. C'est ça que vous voulez dire, hein? D'accord? Mais je me suis dit aussi, c'est la responsabilité des élus d'avoir le courage par moment d'affronter l'opinion. Et je remarque que ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion est pour. Est-ce que je peux me permettre d'être au milieu du débat et de dire... Peut-être que tu es tellement pessimiste que tu penses que si tout était libéré, tu serais peut-être lynché. Oui, oui, tu peux dire ça. Ouais. C'est ce qui te fait peur dans la démocratie, c'est le lynchage. Oui. C'est pour ça que la peine de mort est ce qui te fait le plus peur. Oui, c'est certain que en situation de... Mais, ça serait drôle de savoir, vous qui avez été un peu lynché d'ailleurs, ce que vous pensez de ça. Il faudra qu'on reprenne cette discussion parce que je m'y retrouve pas, moi, dans Houellebecq, là. Il est contre l'avortement, mais aussi contre la peine de mort. En fait, il est contre le lynchage médiatique. Oui, je crois. C'est pour ça que je dis, je pense pas qu'on parle tout à fait de la même chose, quoi. Vous êtes dans votre singularité, là, et mais vous ne voudriez quand même pas que les gens soient menés à coups de trick. C'est pas ça, votre idéal, là. Mais mener à coup de trick... C'est amusant d'être... Mais je peux pas dire des trucs intéressants à chaque fois. Hein. Sur quelle question tu aimerais être interrogé? Tu aimerais qu'il y ait un référendum? Bon, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un pour Amsterdam. Ça m'aurait fait plaisir. Oui, ça je comprends, oui. Je suis plutôt de son avis, oui. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on pose comme question aux Français récemment et qu'on n'a pas posé? Je crois qu'on leur... Amsterdam, c'est vrai que c'était un sujet qui aura des implications considérables sur la vie des gens. Pourquoi? C'est pour nous rappeler... parce que c'est le traité d'Amsterdam, c'est le pacte de stabilité budgétaire. En fait, c'est un peu un abandon de la souveraineté monétaire, mais aussi budgétaire. Et puis, on s'en aperçoit en grande partie fiscale. On voit bien que les banquiers centraux, aujourd'hui, font des remarques non seulement sur la monnaie, mais aussi sur le montant des salaires, la politique fiscale, sur le budget. Donc il y avait un vrai abandon de souveraineté et on n'a pas consulté. Et l'histoire de l'Europe, telle qu'elle s'est faite depuis une trentaine d'années, n'est pas effectivement une histoire démocratique. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais j'en conclus pas que la démocratie est mauvaise. Puisque justement, je regrette qu'il n'y en ait pas eu. Et si je comprends bien, vous aussi d'ailleurs. Oui, mais je me dis que j'ai peut-être tort. Enfin, je me suis prononcé. C'est le seul truc politiquement engagé que j'ai fait dans ma vie, c'est pour inciter à voter non à Maastricht. Mais peut-être que j'ai eu tort, peut-être que les gens avaient raison à plus long terme. Mais je me suis senti quand même assez couillonné dans cette histoire d'Europe. Ouais. Ton nom à Maastricht, tu as voté donc avec Pasqua, De Villiers? Oui, complètement, sans hésiter. Marchais, Chevènement, tous ces gens. Maintenant, à mon avis,
Ça ferait plus de dégâts de revenir en arrière que de continuer. Donc il faut continuer. Dites-vous au revoir. On va se dire au revoir. Ah oui. Il faut que je me sauve. Moi, je vais raccompagner M. Emmanuel à la porte. Merci beaucoup. Et à bientôt. On va continuer. Un de ces jours. Bah oui, merci. Vous me raccompagnez? Vous avez un manteau quelque part? J'essaye de le persuader de le faire. Ça marchera peut-être pour le prochain. Les particules élémentaires, adaptation Shaolin, chapitre 3. Tu n'es qu'un lâche. Moi, Mine, tu vas comprendre, la boxe du tigre. Asseyez-vous, asseyez-vous tous. Alors, moi qui ai réussi pratiquement coup sur coup 2 couvertures de livres, mon projet, bon ça c'est... Il faut savoir ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Non mais ça c'est pas vraiment ce qu'on me demande. Moi je me connais, tous mes disques se plantent. Le problème de Michel pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a vendu beaucoup de livres à cause de leur couverture. Mais non, et donc il se dit il faut continuer sur cette lancée. Bon là je rappelle que vous sortez un disque ensemble, toi Bertrand Burgala pour la musique, Michel Houellebecq qui dit ses textes par-dessus. On est d'accord avec voilà. Et vous n'êtes pas d'accord à cause de la pochette. Toi tu veux 7 pochettes et lui il veut 7 pochettes. Ah. Et on va lui donner sa pochette sous la pression ce soir, grâce à la médiation de l'appartement. Eh bien, nous acceptons le projet de pochette de Michel. Michel, je voudrais que tu entendes là ce qui se passe. Il a accepté, c'est bon. Celle-là dont on parlait tout à l'heure, qu'il aimait beaucoup. C'est vrai qu'elle est très belle. Bon, comment c'était la tournée des plages ensemble? Bah écoute, il n'y a pas encore de pochette, donc ça allait. Et la guerre en Bosnie, qui risque de reprendre. Mais tu trouves un taxi, c'est une satisfaction. Au milieu de la nuit, un souffle d'air plus tendre me conduit vers le jour. Le mois d'août se prolonge. en fait j'étais vachement content parce que Bourges, c'est la première fois que j'entends bien les retours. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps Dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli. What can I do? I don't know what to do. Il y a toujours un printemps Dans mes emmerdements, il y a toujours une étoile qui luit au milieu de la nuit. Quand tu es triste, je suis triste. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu es gai, bah je suis gay. Oui. La 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 avec nous tous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. De Vincent Minnelli. Encore une fois. La 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 la. 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 Oui, c'est la Projo entre potes.
Ça, c'est l'entreprise. Ah, L'entrée bah avec Ça, les jeunes standardistes. oui. Elles sont pas si jeunes que ça. Elles sont très jolies. Hein. Oui, elles sont jolies, mais elles sont pas si jeunes, en fait. C'est déjà un peu des vieilles standardistes. Mais quel salut pour les femmes pas jolies? Aucun. Aucun. Ça, c'est de la provocation. Et c'est pas de la provocation, c'est... J'essaye juste de dire la vérité. Je crois qu'une femme moche n'a pas de vie, n'a pas d'avenir. Non. C'est pas vrai. Mais vous n'êtes pas moche, de toute façon. Je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Mettez-vous dans la peau d'une femme vraiment moche. Quand les femmes sont moches, elles en bavent jusqu'au bout. Jusqu'au trognon. Et on meurt malheureuse. Donc homme, femme, la mocheté est une malédiction. Femme plus. Ben oui, c'est comme ça. Je peux rien. Je suis pas en train de... Je suis pas là pour... Enfin bon, il y a eu une petite ambiguïté avec Emmanuel Lee, mais au départ, mon opinion, mon point de vue était de décrire le monde, hein, pas de le réinterpréter, pas de le juger, pas de le refaire meilleur. Enfin, c'est pour ça que les gens se trompent un peu. Je voulais juste décrire les choses comme je les ai vues. Donc une femme moche, non, elle n'a aucune chance, aucune. Donc ce garçonnet... C'est moi. Qui s'appelle Michel Houellebecq, c'est toi. Ouais. Très sage, un Quel petit âge? garçon. 6 ans. Et donc... Plein d'enthousiasme. Oui, j'ai l'air vachement heureux. Enfin, c'est une photo un peu sans espoir, parce que je ne serai jamais plus comme ça, hein, jamais. Quoi que je fasse, je serai toujours un Tu es être... encore un peu comme ça. Merci réel, mais c'est pas vrai, en fait. Je suis un être... Il y a moins de possibles maintenant que ça? Bah oui. Est-ce que tu étais populaire dans ton école? Ouais. En fait, oui, assez. Ouais. Pourquoi? Parce que tu faisais des petites blagues Non, parce que j'avais les meilleures notes et donc tout le monde venait copier sur moi. Donc, mais si je l'ai raconté dans le partie élémentaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est une popularité assez inouïe jusqu'à environ l'âge de 12 ans. Ensuite, un déclin tragique et dramatique de cette popularité. Ensuite, une stagnation de cette popularité. Voilà. Et puis un retour à l'âge d'or de la popularité qui est aujourd'hui. Bah écoute, c'est un excellent résumé, Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards. Et ceci définit notre présence humaine. Je suis un peu découragé. Merci beaucoup d'être venu. Pour le calme absolu de la fin de semaine, avec le blouson de... nous marchons lentement aux abords de la gare. Salut Francis. C'est un peu mes clés. C'est le monde à l'envers parce que je suis... Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin du jour.